Musique du monde, Laurent Salouard. Nous sommes au Maroc, à Essaouira, pour la 22e édition du festival Gnawa et Musique du Monde. Ici, c'est la fusion qui domine. Alors les Cubains d'Hossein Del Monte, qui ont joué avec les Rolling Stones, vont rencontrer le Maalem Kazaoui Hassan Boussou. Nous rendrons également hommage à Randy Weston avec sa femme Fatoumata Bintou et la patronne Neila Tazi. Yallah! Musique du monde, Laurent Salouard. Demain, à partir de 20h10 TU. RFI. Radio Foot International. Cannes Total. Égypte 2019. Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui dans Radio Foot International, dans le Café des Sports en son et en images. Vous n'avez pas oublié, nous sommes dans votre poste radio mais aussi en images sur Facebook Live le vendredi et ce sera aussi pendant toute la compétition de la CAN. Avec nos invités qui sont là, Rémi Ngono, bonjour. Bonjour Annie, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les téléspectatrices. Rémi s'est mis en tenue, vous aurez remarqué, une tenue éclatante pour ce jour d'ouverture. Ah oui, c'est du pagne africain, donc bien évidemment il faut vanter et vendre surtout la beauté stylistique des couturiers africains. Moi j'aurais dit du léopard alors qu'il paraît que c'est un lion, je ne sais pas. Xavier Barré, bonjour. Oui, bonjour, j'ai pas osé moi, donc je suis dans une tenue de Toubab classique. Franck Simon, il a fait neutre lui. Bonjour Franck. J'ai fait très neutre, vous avez vu, avec poil apparent. Voilà. Bonjour Annie, bonjour à tous. Alejandro Valente, notre réfé à tous, bonjour. Bonjour Annie, bonjour à tous. Franck Simon, bravo pour le numéro spécial Cannes. J'y suis pour rien. Annie. Mais si, bien sûr. Il y a plein de choses sur la Cannes à l'intérieur de votre magazine. Et puis, il y a aussi le numéro hors série sur le football africain et où aussi on parle de la Cannes. Le football africain, en fait, comme la chemise de Rémi Ngono. Ce soir sera donné le coup d'envoi d'Égypte-Zimbabwe en ouverture de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une Cannes en été, une Cannes à 24. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de défis aussi pour les organisateurs et pour le pays hôte, pour l'Égypte. Les joueurs rêvent bien sûr tous de ce très joli trophée qu'il y aura en récompense. La route sera longue sous la chaleur des rives chaudes du Nil. 7 matchs pour les finalistes, les Pharaons. L'équipe la plus titrée du continent espère évidemment être sacrée, mais une CAN réserve toujours des surprises. D'où viendront-elles cette fois ? 8 matchs sont au programme des prochaines 48 heures et nous évoquerons l'entrée en compétition des équipes concernées avec un œil sur les 3 débutants de cette phase finale et particulièrement 2 d'ailleurs, le Burundi et Madagascar qui sont à Alexandrie. Les Africaines aussi à l'honneur en Coupe du Monde, 2 équipes qualifiées en 8e de finale, le Cameroun et le Nigeria qui joueront contre l'Angleterre et l'Allemagne. Alors que la France rencontrera le Brésil. Match à élimination directe. Le week-end sera aussi très chaud dans l'Hexagone. Radio Foot, le Café des Sports est ouvert. We are the Pharaon. Nous autres sommes la Pharaon. Number one, all dear. Fort, très fort, monsieur. Arab, Pharaon. Aïwa. Bien arrivé en Égypte, c'est là que ça va commencer. Soyez prêts, allez le Bénin. La porte est là.
Pour tous ceux qui ont le privilège de nous regarder aussi, il y a de très belles images de la ville du Caire qui ont été tournées sur place par l'un de nos envoyés spéciaux, par Dominique Fian. Alors l'Égypte, pays d'accueil de la CAN, un pays où le football génère ou a généré une véritable passion depuis que ce sport a débarqué sur les bords du Nil, amené par les Anglais au début du XXe siècle. Eh bien, il a alimenté le quotidien des Égyptiens, chaque jour un peu plus d'ailleurs, et le fameux derby du Caire entre Al-Ahli et le Zamalek, eh bien, la passion qu'il déchaîne, la folie qui l'entoure, lui ont donné une aura mondiale. Une aura dont bénéficient aussi les Pharaons, 7 fois vainqueurs de la CAN, un record. Et la mascotte de cette 32e édition s'appelle d'ailleurs Toute, clin d'œil au grand, Toutankhamon, Toute à la coiffe des pharaons, la couronne historique en forme de cobra, mais il porte un short et un maillot rouge. Son sceptre est la Coupe d'Afrique toute dorée. La fête du football africain va donc commencer à l'ombre des pyramides au Caire. Antoine Grenier est déjà dans la capitale pour RFI. Bonjour Antoine. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Antoine, racontez-nous, la capitale égyptienne est-elle elle aussi en fête comme le football africain ou en état de siège avec des services de sécurité qui sont aux aguets ? Bah écoutez, c'est assez paradoxal. On s'attendait à une ambiance effectivement très très festive. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne l'a pas forcément depuis qu'on est arrivé, mais que en même temps, les forces de sécurité sont plutôt discrètes. On les voit surtout aux abords du stade, et notamment du stade international du Caire, où je vous cache pas que c'est vraiment la cohue, parce que le coup d'envoi du match est à 22h, mais les portes du stade, elles seront fermées à 18h pour permettre d'acheminer tous les chefs d'État et les chefs de la Confédération africaine jusqu'à ce stade international du Caire. Donc plusieurs heures avant, dès 13h30, on est arrivé vraiment très très tôt dans ce stade, mais c'était déjà la cohue un peu partout. On a vraiment pensé qu'on n'arriverait jamais à rentrer dans ce stade international du Caire. C'est bien simple, c'est pire qu'à la Maison Blanche. Il faut montrer vraiment, il faut montrer patte blanche. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Entre les volontaires, les supporters, les journalistes, bref, toutes les entrées sont déjà prises d'assaut très 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 en amont de cette rencontre. Et on sent forcément également la précipitation dans l'organisation. Tout n'est pas en place. Il faut dire que l'Égypte n'a eu que 6 mois pour organiser cette CAN, et ça se ressent dès ce match d'ouverture. Alors, le coup d'envoi sera donné à 22h heure de Paris, 20h dans le stade où vous vous trouvez entre l'Égypte et le Zimbabwe. Il y aura, alors, les portes vont peut-être fermer très tôt, mais il y aura déjà une cérémonie d'ouverture, évidemment, avant le coup d'envoi. Antoine, un peu comme le veut la tradition. Oui, exactement. Toutes les grandes compétitions doivent organiser une grande cérémonie d'ouverture. Et quand on voit comment l'Égypte avait organisé le tirage au sort de la CAN au pied des pyramides, du Sphinx, ça a donné des images magnifiques. On s'attend à ce que la cérémonie d'ouverture soit à peu près du même acabit. Ce qu'on sait, c'est qu'elle va débuter aux alentours de 20h30. Le contenu intégral n'a pas forcément filtré, mais quand on se balade autour du terrain où se jouera ce match d'ouverture, on peut voir des statues de divinités égyptiennes de 3 mètres de haut. Alors, est-ce qu'il faudra les déplacer ou pas ? J'aimerais pas être à la place de ceux qui vont devoir justement les bouger, parce que ça a l'air d'être assez lourd. Il y a également de grandes pyramides qui seront utilisées lors de cette cérémonie d'ouverture. Et puis surtout, pour chanter l'hymne officiel de cette CAN, il y aura 3 chanteurs. Un Égyptien, Hakim, qui est une figure du folk rock dans le pays. Le Nigérian Femi Kuti, le fils du mythique Fela Kuti. Femi Kuti qui connaît les cérémonies d'ouverture puisqu'il avait participé à celle de la Coupe du Monde 2010. Et puis également l'Ivoirienne Dabé Niaoré. Voilà, c'est ces 3 chanteurs qui entonneront l'hymne officiel de cette CAN. Oui, ils donneront le là donc de la cérémonie et de la compétition, avec donc ensuite ce ballon qui roulera sur la pelouse, confrontation Égypte-Zimbabwe. L'Égypte et ses 7 titres inégalés, l'Égypte à domicile, l'Égypte avec Mohamed Salah, assume-t-elle son statut de favorite ? À votre micro, Antoine, le sélectionneur mexicain des Égyptiens, Javier Aguirre, a évité de répondre. Nosotros solo pensamos en Zimbabwe, en nadie más. No miramos más que los 90 minutos de Zimbabwe. Nous n'avons en tête que le Zimbabwe, rien d'autre.
Les 90 minutes face au Zimbabwe retiennent toute notre attention. Avant d'attaquer la compétition, les 4 équipes du groupe ont la même aspiration à finir à la première place. Rien n'empêche à aucun de nous de se sentir les plus forts. Cela dit, avoir dans ses rangs le meilleur buteur de la Première Ligue est un luxe pour l'Égypte. Mais nous sommes 23, Mohamed Salah n'est qu'un de ces 23. Il devra courir et se battre comme les autres. Et nous voulons surtout apporter une grande joie au peuple égyptien. Apporter une grande joie au peuple égyptien. Antoine, est-ce que le défi de cette équipe d'Égypte, c'est pas plus la pression sur l'équipe que l'enjeu sportif pratiquement ? Forcément, et c'est ce que disait également Marcel Tisserand, le défenseur de la RDC, interrogé par Cédric de Oliveira. Il disait, ils auront, ces Égyptiens, une pression positive, mais surtout une pression négative. Positive parce qu'ils seront chez eux devant leur public et devant ce soir 74 000 supporters qui vont remplir ce stade du Caire qui sera rempli comme un œuf. Et puis en même temps, cette pression négative qui est celle d'être obligé de gagner parce que après 7 ans d'absence en 2017 au Gabon, les Égyptiens ont été finalistes. Ils ont perdu certes contre le Cameroun, mais atteindre une finale quand on revient et que la majorité de l'effectif n'a pas d'expérience dans ce genre de compétition, c'était déjà une performance. Là maintenant, ils sont à domicile, ils sont au pied du mur. Il faudra gagner contre des Zimbabwéens qui avaient surpris les Algériens au Gabon lors du premier match de phase de groupe en 2017. Bref, les Égyptiens s'avancent comme archi favori, mais ça tient à rien finalement un statut de favori. Rémi Ngono, ça tient à rien un statut favori. En même temps, les Égyptiens ont déjà organisé 3 fois cette compétition. Ils l'ont gagnée 3 fois sur leur sol. Alors effectivement, ça augmente d'autant plus l'enjeu pour eux. 4 fois ils ont organisé, 3 fois ils ont gagné. Oui, pardon. Donc là, c'est pour dire quand même qu'ils sont souverains chez eux. Et en même temps aussi, on devrait dire que pour commencer, il faut féliciter ce pays-là, ces Égyptiens, qui, en 6 mois, ont réussi à organiser cette CAN qui ne leur était pas prédestinée. Donc, ça me permet aussi de dire que, contrairement à nous, Camerounais, qui avons eu cette possibilité depuis 2014 de le faire, on n'a pas pu le faire. Aujourd'hui, quel que soit ce qui peut arriver, l'Égypte peut bénéficier de certaines circonstances atténuantes. Et au regard de ce qu'on est en train de me dire, les envoyés spéciaux qui sont là-bas, cela veut dire quand même que même la cérémonie d'ouverture est très bien huilée et on voit l'accueil qui est bien réservé et même la sécurité. Le tirage au sort l'avait déjà été. Ont été bien faites. Donc, maintenant, côté football, il faut se dire que l'Égypte, c'est sa compétition phare. Et cette compétition phare, il faut se dire que même, comme on disait, après, donc en 2010, avant 2010, c'est eux qui enchaînaient. C'est-à-dire qu'on avait là 2006, 2008 et 2010. Donc jusqu'à ce que la crise arrive. Donc on se disait déjà même que... En 2011, voilà, ça devait être la propriété privée de l'Égypte. Mais quand l'Égypte revient, il faut quand même se dire que quand l'Égypte revient en compétition... Elle est finaliste, elle enchaîne, avant d'arriver à la finale, 24 matchs sans défaite et est difficilement battue par le Cameroun avec une défense de fer. Aujourd'hui, cette équipe-là est encore beaucoup plus organisée que celle de Cooper qui était beaucoup trop défensive parce que certes l'Égypte arrive à la défense avec 24 tirs que cette équipe 24 équipes concédées contre le Burkina Faso, mais c'était pas une équipe joueuse. Aujourd'hui, c'est une équipe très joueuse qui a d'ailleurs marqué 16 buts pendant les éliminatoires. Franck Simon, vous connaissez aussi très bien ce football. Vous avez assisté en plus. Je suis content de trouver un autre défenseur que moi des Pharaons. Et il l'a fait avec beaucoup d'objectivité. Il y en a sûrement beaucoup des défenseurs des Pharaons. Non, il y a beaucoup de détracteurs. Je ne parle pas des RFI. Mais ils ont beaucoup de détracteurs. On oublie certaines étapes dans l'histoire. En plus, vous avez été au pays, vous avez déjà assisté à des CAN là-bas dans ce pays. Alors vous imaginez déjà la fête que ça sera. Mais en tout cas, pour ce qui est de la pression et pour ce qui est de l'enjeu, effectivement, sur les épaules d'une équipe et d'une star qui s'appelle Mohamed Salah et qui est évidemment, alors lui, le phare de cette équipe. Ça glisse sur eux comme de l'huile d'olive. Je m'explique, c'est leur ADN en fait aux Égyptiens, la Coupe d'Afrique des Nations. Et Rémi l'a bien expliqué. C'est une compétition qu'ils maîtrisent. Ils ont toujours été présents jusqu'à effectivement tout récemment, entre 2010 et 2017, enfin 2012 et 2017.
Ils aiment cette compétition, de même qu'ils sont amoureux des compétitions des clubs. On l'a bien vu avec le Zamalek en Coupe de la Confédération il y a quelques semaines. Et donc, eux, si vous voulez, la pression, ils s'en nourrissent. On a l'impression que là, ils vont faire dans leurs pantalons, mais pas du tout. Eux, ils préfèrent avoir un public qui les soutient, et ça va être le cas tout à l'heure, contre le Zimbabwe, que jouer dans des stades vides comme ils le font depuis la catastrophe de Port Saïd. Et pour eux, on ne peut pas imaginer ce que ça représente comme ça de jouer pour une équipe nationale et des clubs privés de public. Une partie de cette génération a joué sans public. C'est une génération qui a fait les Jeux Olympiques en 2012 à Londres. L'entraîneur s'appelait Annie Ramsey. Aujourd'hui, c'est l'adjoint de Aguirre. Ils ont été à 90 minutes d'une Coupe du Monde en 2014. Ils perdent le barrage contre le Ghana en 2 matchs. Donc, en fait, faut pas se contenter. De 2010 à 2017, ils n'ont rien fait. Non, ils ont été absents de la CAN. Ils ont été absents. Pas qu'ils ont rien fait. Non, ils ont été absents de la CAN. Mais si vous voulez, leur histoire a continué. Et elle a vu émerger Neni, elle avait émergé Salah Rali, donc Mohamed Salah, et d'autres joueurs, et une autre génération. Et eux, contrairement à ceux qui évoquaient si bien Rémi, ils n'ont rien gagné. 2006, 2008, 2010, c'était des gamins. Ils avaient 17, 18 ans. Vous pensez bien que jouer devant son public, eh ben, ça va les galvaniser. Ça, là, et ils vont être à fond. Ça, là, c'est sa deuxième CAN, d'ailleurs. Bien sûr, mais ça n'enlève pas la pression, justement, qu'ils vont avoir. Vous le disiez. Non, il a dit qu'ils s'en nourrissent. Ils s'en nourrissent, mais ils n'ont pas l'expérience de cette pression. Voilà, même s'il y a Mohamed Salah, qui est évidemment le leader de cette formation, lui, il est habitué à jouer il vient de gagner la Ligue des Champions devant un public intransigeant à Liverpool notamment et adversaires ailleurs. Les autres joueurs, il y en a beaucoup certains qui jouent en Europe, mais ils ont joueurs qui sont dans des grands clubs quand même. Oui, mais notamment en Égypte. Quand tu joues Pyramids, quand tu joues Zamalek, quand tu joues Erli, tu joues devant de grands publics et tu joues devant une adversité africaine. Parce que c'est pas le tout de jouer devant le public kérote. C'est aussi d'aller à l'extérieur et de gagner des trophées à l'extérieur. On est d'accord, mais ils n'ont pas ce vécu de vainqueur. Vous l'avez rappelé justement. 2006, 2008, 2010, cette équipe d'Égypte, on regardait ces CAN ensemble à France Foot aussi, Franck. C'était une équipe magnifique. C'était la meilleure équipe africaine. Elle jouait un football merveilleux. Moi, celle que j'ai eu l'occasion de commenter lors de la dernière Coupe du Monde, alors effectivement, depuis, l'entraîneur a changé, mais c'était pas une équipe très emballante. Elle n'avait plus cet ADN du jeu qu'elle avait. Alors, il y a Mohamed Salah, qui est un joueur extraordinaire, qui à lui tout seul peut faire la différence et qui est l'atout numéro 1 de cette équipe. Mais derrière, ce qui faisait la force de l'Égypte, ce collectif absolument implacable, bien huilé, séduisant, il est plus là. Il est plus là. Alors, il va peut-être revenir, mais il est plus là. Non, je suis pas d'accord que tu dises. Il n'a pas vu le match de la Tunisie, c'est pour ça. Tu n'as justement pas vu ces matchs-là. Et comme tu me dis d'ailleurs, et ces jours-là ont déjà atteint plutôt une maturité. Parce que quand tu as aujourd'hui Mohamed Hassan, alias Trezeguet, c'est-à-dire à cette époque, c'est quelqu'un qui était vers les 24 ans. Maintenant, il a eu une certaine autre maturité. Et maintenant, tu vas aussi voir Egazi, il est là derrière. Donc, certes, ils ont perdu le vieux gardien d'ailleurs qui n'était pas supposé être titulaire, mais vous avez aujourd'hui quelqu'un qui est au milieu du terrain, qui est quand même à Arsenal, qui sait comment mettre le tampon, qui sait, oui mais attends, remplaçant à Arsenal. Tu sais pas toi Rémi Ngono qui pourfend Arsenal tout au long de la saison, qui va dire qu'aujourd'hui un remplaçant d'Arsenal c'est un atout. Non, mais franchement, il faut se dire que par exemple beaucoup de joueurs qui sont des leaders en Afrique, parfois ne jouent même pas, ou sont dans des petits clubs, ou sont totalement dans des bancs. Donc, il ne faut pas toujours dire que c'est parce qu'on est remplaçant que, effectivement, la Guinée va compter sur qui? Sur Naby Keita. Naby Keita a joué quelques petits bouts de match vers la fin avec Liverpool. Oui, mais la Guinée ne fait pas partie des favoris. Écoutez, donc, à une certaine période, si tu veux regarder des joueurs qui sont titulaires avec leur club, eh bien, John Obi Mikel, c'est le leader du Nigeria. Mais ce n'est pas un joueur incontestable dans son équipe. Donc, à partir de ça, il faut savoir ce qu'on appelle un leader en Afrique. Et par contre, ceux qui sont parfois même titulaires dans leur formation, ils arrivent en Afrique. Bon, on verra. En tout cas, pour ce qui est de l'Égypte, Antoine, il y a aussi évidemment en face de l'Égypte le Zimbabwe, les Warriors, les guerriers du Zimbabwe, moins connus comme équipe, plus discrète, on va dire, même s'ils étaient de la dernière CAN, ils n'ont jamais passé le premier tour de la compétition en phase finale. Et leur sélectionneur, Sunday Shimzabwa, au micro de Cédric de Oliveira, explique qu'effectivement, ils ont conscience de l'enjeu.
On est tombé dans un groupe très difficile. Je connais l'Égypte, je sais qu'ils ont déjà remporté la CAN 6 ou 7 fois. On sait parfaitement que c'est une très bonne équipe. Ce ne sera pas un match facile pour nous. Mais je ne vois rien qui peut nous empêcher de créer la surprise. Ce genre de choses arrive dans le football. Ça n'est qu'une équipe parmi les 24 dans la compétition. On est venu ici pour réaliser une performance et on va donc faire de notre mieux pour y arriver. Pas facile donc d'entrer et contre le favori de la compétition à domicile, n'est-ce pas Antoine ? C'est d'autant plus difficile qu'ils se sont presque tiré une balle dans le pied, les Zimbabwéens, en refusant de s'entraîner hier pour une affaire de primes non réglées. C'était pas forcément très clair. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les joueurs ne sont pas venus s'entraîner. C'est pas comme ça qu'on prépare une confrontation qui est aussi difficile. Déjà, ils ont une montagne à gravir et ils décident de la gravir à cloche-pied. Les Zimbabwéens connaissent cette CAN, c'est leur 4e participation à la CAN. Ils étaient là également en 2017. Ils avaient eu un petit peu le statut d'équipe surprise. Il s'appuie sur des joueurs comme Kama Biliat ou Knowledge Moussona, qui sont des joueurs qui ont une expérience internationale et qui ont du talent, tout simplement. Donc leur objectif, ce sera de rentrer tout aussi bien dans la compétition que ce qu'ils avaient fait en 2017. Reste à savoir si leur grève d'hier ne va pas peser physiquement, surtout que en plus du physique, le mental va jouer et qu'ils vont certainement se faire huer comme jamais ils ne se sont fait huer dans ce stade international du Caire. Franck. C'est oublier un petit peu, en fait, justement, le mental des Zimbabwéens. C'est un pays, en fait, dont la fédération est sinistrée depuis de longues années. Vous savez que c'est un pays qui a traversé une grave crise politique et sociale. À un moment donné, l'argent, le dollar zimbabwéen n'avait plus de valeur. Pour acheter un œuf, il fallait quasiment prendre deux brouettes. Les gens ont dû fuir le pays pour aller dans les pays voisins, comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui raffole au passage des joueurs zimbabwéens. Il y en a beaucoup dans l'équipe actuelle des Warriors. Et donc, ce sont des garçons qui reviennent de très loin. Déjà en 2017, on ne se méfiait pas d'eux. Sauf qu'ils ont vraiment bien embêté l'équipe d'Algérie, en particulier. Ils ne sont pas sortis du groupe, mais l'Algérie non plus. Ils ont terminé qualifiés de ce groupe, nous ne l'oublions pas, en ayant battu les Léopards au stade de Kinshasa par 2-1. Donc, alors qu'il y avait une pression. Ils sont d'ailleurs premiers de leur groupe de qualification. Et ils n'ont perdu d'ailleurs qu'un seul match, c'était contre le Libéria. Exact. Et d'ailleurs, parce que c'est un match sans enjeu. Donc quand les gens me disent que les Zimbabwéens, par rapport à leur grève, ils ont mis de la pression, certes, ce n'est pas quelque chose qui est bien, mais en même temps, ça devient un outil de motivation pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont obtenu gain de cause. Oui. Ils vont donc justifier. Ils vont tout donner. Ont revendiqué cela. Donc moi, je crois quand même qu'un jour d'entraînement, ça ne fait pas pourrir le poisson. Et de même que je peux dire aujourd'hui qu'on voit certes que les autres sont très bien lotis par rapport au Zimbabwe, qui, faut-il le rappeler, a quand même gagné la Kinshasa, la COSAFA, et qui produit du bon jeu, surtout, est une équipe qui peut mettre aussi l'Égypte en difficulté parce qu'elle joue beaucoup en contre-attaque. Ça va très très vite. Elle court très très vite. Il se projette très très vite. Et il y a un proverbe africain qui dit « Le lièvre court très vite devant le renard ». Vous savez, Annie, les gens vont apprendre à connaître 4 joueurs. Vous avez tout à l'heure, Antoine a cité Kama Biliat, il a cité Knowledge Moussona. On va apprendre aussi à connaître Kadawere, qui est au Havre en France, en Ligue 2. Et puis on a un 4e qui s'appelle Roussike. Ces 4-là, je peux vous dire que ils sont complètement décomplexés. On n'attend pas du Zimbabwe qui gagne la CAN, même pas qu'ils soient dans le dernier carré. Et je peux vous dire qu'ils vont vraiment, vraiment embêter cette équipe égyptienne. Il y a un fossé en termes, je dirais, de vécu. Il y a des gars qui sont en première ligue et c'est pas le cas pour les Zimbabwéens. En revanche, c'est un football, comme l'a dit Rémi, c'est un football qui est plutôt offensif, c'est un football qui est plutôt britannique, mais ça manque pas ni de motivation ni de talent. Alejandro. Les propos de Franck me rassurent parce que avant, quand il me parlait d'énergie positive, etc., je me posais quand même des questions car les Zimbabwe a vraiment le profil type de l'équipe qui n'a rien à perdre et qui va peut-être pouvoir poser des problèmes, car l'Égypte, malgré toutes ses qualités, n'oublions pas qu'il sort quand même d'une période relativement agitée, que ce soit sur le plan interne, mais aussi au niveau de l'équipe nationale. Il y avait la période Cooper qui s'est achevée avec la Coupe du Monde. Il y a Javier Aguirre qui est un autre sélectionneur venu d'une autre culture totalement différente. Il est mexicain,
qui apporte sans doute une autre façon de voir le football. Déjà, il a envie de voir son équipe jouer au foot. Voilà, mais ça, qui reste quand même aussi bien culturellement que linguistiquement assez éloigné des joueurs. Et donc, je me demande si pour la préparation d'une telle compétition dans un contexte aussi lourd et aussi imposant, ça va être suffisant. Et les Zimbabwe, moi, ça me fait peur. En tout cas, Antoine, on aura donc rendez-vous tout à l'heure avec vous, vous et Christophe Jousset, notamment, pour la retransmission du match en direct sur RFI. Exactement. Coup d'envoi 20h temps universel. On prendra l'antenne un quart d'heure avant en compagnie de Christophe et avec les moyens techniques de Médard Chablaoui pour cette toute première CAN à 24. Donc en plus ce soir un match nul pour le Zimbabwe serait peut-être presque une excellente opération. On verra ça plus tard, ça on aura le temps d'en reparler. En tout cas, ne manquez pas le coup d'envoi de cette CAN sur RFI, bien entendu à 20h temps universel. Merci beaucoup Antoine d'avoir été en direct avec nous et bonne chance dans votre stade très surveillé. Dans l'autre groupe, à signaler qu'au cours du week-end, on y viendra parce qu'on a peu de temps et beaucoup de matchs, il y aura un RDC Congo contre Ouganda et ça se jouera demain à 14h30 dans le même groupe. La CAN au Caire, ce sont 3 groupes et un peu plus au nord, au bord de la Méditerranée, à 220 km assez précisément, eh bien, se trouve Alexandrie, la ville du dans l'Antiquité de ce pays qui était plus ou moins l'Égypte. Alexandrie, sa bibliothèque, son port, son phare et sa chanson. Alexandrie. Ah bah vous connaissez la ville donc, Franck. J'ai un peu parcouru, effectivement. J'ai failli avoir un grave accident d'ailleurs, parce qu'il y a une rocade d'à peu près 15 km. Et dans 30, on va prendre la température justement dans cette ville de 4 millions d'habitants où se trouve Hugo Moissonnier, notre envoyé spécial au chevet du groupe B. Alors, je peux vous le dire, il va se passer quelque chose dans le groupe B parce que Hugo Moissonnier, n'est-ce pas Alejandro Valente, c'est un peu le chat noir des équipes qu'il suit. Hein. Avec lui, il y a des remontadas, il y a des éliminations. Et puis là où il va, il fait toujours très chaud. Bonjour Hugo Moissonnier. Bonjour Annie, bonjour Alejandro, bonjour à tous. Il fait très chaud, effectivement. On s'est mis un peu à l'abri. Il fait très chaud et ça fait peur aux joueurs et aux entraîneurs du groupe B, cette chaleur. Ils en ont beaucoup parlé tout à l'heure en conférence de presse. Et on essaye de rouler prudemment tout de même. Hugo, on vous a mis la chanson. La dernière émission, quand vous quitterez Alexandrie, vous nous la chanterez en direct parce que franchement, c'est un hit pour tous les Français au moins et les auditeurs des radios dans l'Hexagone. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses quand je commente un match, mais ça, non, ça n'arrivera pas. Je suis désolé. Hugo, est-ce que pas la chansonnette. Hugo, est-ce que vous êtes allé vous mettre un petit peu au frais dans les jardins de Montazé, au fond de la ville ? Parce que là, je vous conseille, c'est à la fraîche. Oui, alors c'est extrêmement attrayant. On est passé à côté hier en se rendant à l'entraînement des Nigérians, pour tout vous dire. On n'a pas eu le temps de faire un petit stop. On n'a pas tellement eu le temps, je vous dévoile un peu les coulisses de la couverture de la CAN sur RFI, de visiter plus en profondeur la ville. On a surtout vu, bah oui, ça bosse énormément. On a surtout vu les équipes, les entraîneurs. On les a vus s'entraîner. Donc ces 4 équipes du groupe B, on les a vus également en conférence de presse ce vendredi. On rencontre les acteurs, les joueurs, mais on ira visiter les monuments et les jardins. Promis Franck. Et la colonne Pompée aussi. Très célèbre à Alexandrie. En tout cas, Hugo, 3 équipes donc débutantes dans cette CAN 2019 à 24 et 2 équipes sont à Alexandrie dans le même groupe, dans ce groupe B. Elles ne boudent pas d'ailleurs leur plaisir pour skier au moins des joueurs de Madagascar puisque Nicolas Dupuis que vous avez rencontré, le sélectionneur des Baréas, des Zébus de Madagascar, vous a déclaré ceci. Très heureux, les Malgaches, nous, d'être ici parmi vous et à la CAN. Beaucoup d'équipes nous sont bien évidemment sur le papier supérieur, mais on est là aujourd'hui avec l'envie de bien faire les choses, de faire plaisir au peuple malgache. On sait qu'on est le petit poussé avec le Burundi, qu'on va se battre jusqu'au bout. On a cette chance de vivre ensemble depuis 2 ans et demi, 3 ans. On a cette chance d'avoir un groupe très sain où il n'y a pas de vedette. L'équipe est la vedette et ça c'est le plus important chez nous. Bizarrement, en tout cas aujourd'hui, on verra demain,
il n'y a pas de pression particulière, sinon une pression positive. Et je suis tellement fier d'eux et tellement content de l'ensemble des joueurs des 23 qui savent ce que je pense d'eux et de la globalité, je dis bien la globalité, et que je suis confiant sur le rendu sur le terrain. Voilà. On ne peut finalement que créer la surprise. Créer la surprise, Nicolas Dupuis et ses joueurs que vous pouvez voir sur le Facebook Live si vous nous regardez en plus de nous écouter. Hugo, ils joueront leur match d'entrée face à la Guinée. Le Sili qui a perdu certes ses 3 matchs de préparation, mais le Sili quand même. Oui, le Sili, un habitué, pas forcément une équipe qui gagne des CAN, mais une équipe qui en joue souvent beaucoup plus, évidemment, que Madagascar. Mais on a entendu dans les propos de Nicolas Dupuis un grand, pas relâchement, mais une grande décontraction chez ces Barea qui abordent très positivement. Le mot positif est revenu souvent dans la bouche de l'entraîneur français des Malgaches. L'idée, c'est que c'est une belle fête et il a eu cette formule pleine de bon sens. On a entendu Nicolas Dupuis. Après tout, ils n'ont rien à perdre. Un petit poussé, ça n'a rien à perdre. C'est déjà exceptionnel pour Madagascar de participer à sa première CAN. Et ils n'ont pas de raison d'être particulièrement inquiets quelque part, puisque s'ils sont éliminés, personne ne leur en voudra. Mais ils ont même une vraie chance à saisir pour franchir ce premier tour et aller en 8e de finale, parce qu'avec la nouvelle formule de la CAN à 24 équipes, des 3e iront également hors de la phase de poule, sortiront de la phase de poule. Donc c'est du positif, parce que certes il y a la Guinée, il y a aussi le Nigeria, mais l'autre adversaire, vous le disiez Annie, c'est le Burundi, un autre novice. Donc il y a vraiment une carte à jouer pour ces Malgaches qui en ont vu d'autres. Ces Malgaches, en plus, Xavier Barret, qui ont eu un renfort un petit peu de dernière minute, ça a beaucoup alimenté les commentaires, mais en tout cas, c'est un joueur qu'on connaît bien en Ligue 1, c'est Jérémy Morel, qui a choisi de se mettre au service de cette équipe qualifiée. Oui, c'est ça qui fait la force supplémentaire de cette formation malgache, c'est que sur la base des joueurs malgaches, eh bien, le coach Nicolas Dupuis il a réussi à faire venir des professionnels de France qui ont des origines malgaches, et donc du coup, ça a relevé le niveau de cette équipe. Et il ne faut pas oublier une chose quand même, c'est que c'est le seul des 24 qualifiés qui est passé par le tour préliminaire. Ils ont fait un tour préliminaire contre Sao Tomé et ensuite ils sont sortis 2e d'une poule où il y avait la Guinée équatoriale et le Soudan qui ont participé au dernier, surtout la Guinée équatoriale et le Sénégal qui avait terminé en tête, effectivement. Et donc c'est une formation qui a déjà acquis un vrai vécu sur le terrain et qui n'a rien à perdre. Ça, Hugo l'a très bien expliqué. Ils n'ont rien à perdre, donc à partir de ce moment-là, ils peuvent jouer que en espérant faire un exploit. Bah surtout, il faut penser qu'avec une CAN à 24, il y a la place pour le meilleur 3e. Donc en gagnant un seul match, une équipe peut espérer, en fonction des autres résultats, passer au tour suivant. On l'a déjà vu dans d'autres compétitions. Et même le Portugal qui a gagné l'Euro s'était qualifié avec 3 points seulement. Donc ça permet quand même peut-être d'envisager l'avenir avec un peu plus d'optimisme au moment d'aborder des matchs contre la Guinée ou contre le Nigeria. Alors dans les débutants de ce groupe, il y a donc Madagascar et puis il y a les Hirondelles qui ont fait le printemps du Burundi, la belle histoire de ce groupe de joueurs burundais et notamment d'un des joueurs que vous avez rencontré, Hugo, le capitaine Seido Baraino. Je veux dire, c'est un grand honneur pour moi pour être capitaine. C'est l'Angleterre qui m'a donné une chance dans la vie pour être là où je suis maintenant. Mais j'ai toujours dit, dans ma vie, je vais retourner à Burundi. Et je vais essayer de montrer moi-même d'abord que je méritais d'être ici, je méritais d'être capitaine pour Burundi. Pour le premier match de la CAN, premier capitaine de l'histoire du Burundi à la CAN. Là, tout va remonter, le passé, votre histoire familiale, l'histoire de votre pays. Ouais, et ça a remonté quand on est qualifié contre Gabon à la maison. Moi, je voulais même pleurer dans le terrain parce que j'ai jamais senti comme ça. Et j'étais vraiment très fier. Même ma mère était là au stade. Je suis vraiment content qu'elle est venue pour regarder cette histoire qu'on fait le pays. Et elle aussi maintenant, je crois, est tellement fière de moi. Et là où mon papa est aussi, il est tellement, tellement fier de moi. Une belle histoire qui est peut-être déjà écrite et qui est à poursuivre, évidemment, Hugo.
Oui, une belle histoire pour ces hirondelles. Je reviens sur le parcours de Saido Berahino qu'on a suivi lorsqu'il a connu lui-même des débuts fracassants en première ligue il y a quelques années. Saido Berahino, il est né à Bujumbura, mais il a fui le Burundi, il a fui les violences, celles qui ont notamment emporté son père. Il a fui alors qu'il était enfant. Il a pris la direction de l'Angleterre après un long périple. En Angleterre, il a fini par retrouver, et là aussi ça a été long et douloureux. Il a fini par retrouver sa maman chérie, sa maman adorée. Il a grandi donc en tant que footballeur en Angleterre. Il a connu, donc je le disais, de bons débuts avec West Bromwich Albion. Et puis derrière, sa carrière n'a pas pris la tournure attendue, des transferts avortés, des contre-performances sportives, quelques frasques extra-sportives, notamment encore récemment une arrestation pour conduite en état d'ivresse. Il est en échec à Stoke City en D2 anglaise désormais, Saido Berahino. Alors on pourrait penser que c'est un enfant terrible, un peu opportuniste de revenir vers le Burundi. Moi, le garçon de 25 ans que j'ai rencontré hier, il est absolument adorable, délicieux, généreux et très sincère lorsqu'il parle de son attachement à son pays, même s'il a failli porter il y a quelques années le maillot des Trois Lions, le maillot de l'Angleterre. Il est très fier d'être le capitaine du Burundi, une sélection qu'il a rejoint il y a quelques mois pour participer à ces éliminatoires, et il fera partie d'une force offensive non négligeable. Il y a également Fiston Abdul Razak, l'attaquant burundais, qui est le deuxième meilleur buteur des éliminatoires de la CAN avec 6 réalisations. Et puis Cédric Amissi, l'homme qui a offert le buteur lors de la qualification des Hirondelles face au Gabon. Comme Madagascar, les Hirondelles se sont sortis d'un groupe éliminatoire relevé. Il y avait le Mali, il y avait le Gabon. Franck, en plus, ces hirondelles, elles vont, par contre, ça va être un match de plumes d'oiseaux. Elles vont se retrouver face aux Super Eagles du Nigeria. Je pense que la motivation elle va être totale. C'est pas du 100%, ça va être du 1000%, parce que ils aiment ce type d'adversaire, et les Nigérians vont découvrir un gardien. On ne l'a pas évoqué, mais moi je tiens à l'évoquer. Jonathan Naiman, qui est le gardien de but de cette équipe, qui est excellent, qui a été instrumental. Il a réalisé des miracles face au Gabon. Absolument, Hugo. Il a été excellent lors de ce parcours. Ça a été une des pièces maîtresses de l'effectif d'Olivier Nyongeko. Et franchement, il n'y a pas à avoir comme pour les autres, pour Madagascar et pour la Mauritanie, qui fera aussi ses débuts. Il n'y a pas de complexe à avoir. Vous venez, vous jouez. L'équipe est plutôt offensive. C'est pas une équipe festive, pour le coup. C'est une équipe. Voilà, oui, il y a un travail de longue haleine en plus. Il y a du muscle au Burundi. Il y a du muscle, mais c'est une équipe qui est très intéressante. Et franchement, c'est plus, comme on dit en anglais, unit, quoi. C'est plus un commando qu'autre chose, quelque part. C'est d'ailleurs le surnom de l'équipe. Intamba Murugamba, l'armée des hirondelles. Ah oui, l'armée, sauf qu'on n'a pas choisi quand même le meilleur attaquant, le meilleur buteur de l'équipe, c'est-à-dire le président Nkurunziza, qui n'a pas été sélectionné. On ne sait pas pourquoi. C'est quand même une erreur monumentale qu'on ne sélectionne pas le chef de l'État, premier sportif, et qu'on sélectionne des joueurs de deuxième division. Mais néanmoins, quand on voit cette équipe, comme je disais justement aussi, qui devant les Pierre-Emerick Aubameyang, c'était quand même une équipe qui se donnait bien du plaisir et qui n'a pas seulement eu à défendre. Ouais. C'est une équipe qui a créé de sérieux problèmes aux Panthères. Et quand je vois aujourd'hui les Super Eagles, comme Annie était en train de le dire, ce n'est pas aussi flamboyant que ça. Il faut savoir que l'un de leurs meilleurs éléments a déjà pris la retraite internationale, Victor Moses. Bon, il en a chaud, il n'a pas même été appelé puisqu'il a fait avec Leicester une très mauvaise saison, donc un but en 30 matchs. Et aujourd'hui, on me dit certes que Iwobi peut être là, mais ce n'est pas une équipe du Nigeria qui est aussi flamboyante, qui est aussi puissante comme on pouvait l'imaginer. Voilà, alors tout au long du week-end, il y aura énormément de rencontres, et celles qui sont à Alexandrie, vous pourrez les suivre avec Hugo Moissonnier. Merci beaucoup Hugo, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la CAN. Merci Annie. Juste pour boucler la boucle, on parlait des monuments d'Alexandrie, le stade d'Alexandrie, il vaut vraiment la peine d'être vu, c'est l'un des plus vieux stades d'Égypte et d'Afrique, m'a-t-on dit exactement. Ce sera un très beau théâtre pour vivre une superbe soirée sur RFI demain. Oui, un très beau théâtre comme il y en a un
un théâtre romain antique dans cette ville. J'aurais voulu poser une question à Hugo. Qu'est-ce qu'il sait du fait du joueur burundais qui a été exclu pour indiscipline, Selemani? Parce que j'ai lu qu'il avait été exclu, ce joueur, dans la liste des 23. Est-ce qu'il a eu des échos sur les circonstances? C'est confirmé. C'est confirmé tout à fait. J'en ai un peu parlé avec Alain-Olivier Nyungeko, le sélectionneur burundais, donc en marge de la conférence de presse tout à l'heure. Il aurait mal pris, contesté des décisions de son entraîneur. On parlait de la rigueur la rigueur défensive qu'avait apporté Alain-Olivier Nyungeko. La discipline, c'est très important également, et il aurait contesté des décisions de son entraîneur. Voilà, il se serait un petit peu rebellé. Merci beaucoup Hugo d'avoir été avec nous en direct donc d'Alexandrie. Et donc les Burundais seront 22 pour leur première CAN. Juste désolé Annie. D'accord, on a bien compris. Merci beaucoup. Autre rencontre du week-end, on aura Algérie-Kenya, Maroc-Namibie et on aura aussi le Sénégal. Le Sénégal avec parmi les 23 joueurs qui seront là-bas en Égypte, Keita Baldé. Keita Baldé, joueur de Milan, de l'Inter Milan, que Matteo Cioffi, notre correspondant en Italie, a rencontré, un lion prêt à rugir malgré la chaleur prévue. Écoutez-le. On a déjà vu un peu qu'il va attendre beaucoup de chaleur là-bas. Mais voilà, c'est pas possible de changer rien. On devait aller là-bas avec une grande mentalité. Je pense qu'avec l'équipe qu'on a, on devait penser aller là-bas pour prendre cette CAN-là cette année. Ici en Italie, on travaille beaucoup physiquement, mais après le championnat, on a déjà organisé avec tous ensemble qu'il va aller à la CAN. Avec les coachs, une grosse préparation on va faire pour arriver au fond à la compétition. Je pense que nous, on est dans les favoris, dans les listes des favoris. Le Sénégal, comme tout le monde sait, c'est une grosse nationalité. Il y a beaucoup de joueurs sénégalais dans les championnats d'Europe. Et voilà. Je pense que c'est costaud aussi. Dans notre groupe, c'est difficile aussi. Je pense que l'Algérie, c'est une bonne équipe nationale, qu'il y a beaucoup de joueurs de qualité. Je pense qu'on a une bonne organisation derrière, à l'immédiat, et d'avant aussi, on a beaucoup de choses qu'on peut changer. On a beaucoup de joueurs techniques, des joueurs rapides, qui vont vite. On peut faire la différence avec ces joueurs-là, et on est une grosse équipe. Je pense qu'on est une équipe complète. Il y a des jeunes joueurs qui commenceront à faire parler d'eux pendant cet événement, qui pourraient se faire connaître. Des joueurs jeunes, je pense que joueurs comme Ismaël Assar qui joue à Rennes, il a fait une très bonne année. Moussa Ouagé qui a pris Barcelone. Il y a beaucoup de jeunes qu'on va faire parler cette compétition. Je ne regarde pas les autres équipes, mais je pense que nous, on est des équipes favorites. D'habitude, les équipes costauds comme Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, Algérie, ce sont les équipes qui font la différence. Voici, c'était un des lions de la Teranga donc pour lancer ce match entre le Sénégal et la Tanzanie dimanche à 17h en temps universel. Un de nos auditeurs, qui est aussi musicien, qui est aussi président du club de RFI à Naki Valley, c'est en Ouganda, il s'appelle Songa Bahati Manasseh. Eh bien, c'est un compositeur de slam, et il a composé ce titre qu'il nous a envoyé. On voulait le mettre en valeur au moment où commence cette Coupe d'Afrique des Nations. Le titre de son slam, c'est Sport divin, et ça nous a bien plu. Que ça soit à Kin, Paris, Madrid, Londres ou Accra, des milliers de gens se retrouvent devant leurs petits écrans. Sao Paulo, Buenos Aires, Caire, Pékin, Yaoundé, Monaco, Berlin, Barcelone, Milan, Abidjan et Mexico. Dans toutes ces villes, même Bamako, la joie est au zénith lors de grands événements comme la CAN, le Mondial et les Classicos. Le football fait vibrer le monde avec la CAN, l'Euro, la Coupe du Monde. L'UEFA Champions League qui inonde presque toutes les ondes. Football nous procure un plaisir extrême. À lui nous portons des rêves suprêmes. Il nous fait oublier douleurs et problèmes. Ça vous a plu, Rémi ? Super. Il est magnifique. Rémi, il aime le foot et on sait qu'il aime la musique. Et d'ailleurs, chers auditeurs, nous vous invitons pendant toute cette période de CAN à nous envoyer sur la page Facebook vos chansons ou vos créations. Si vous chantez les louanges de votre équipe ou de l'un des joueurs, on a déjà passé dans Radio Foot les chansons qui sont une ode à Mohamed Salah ou à Sadio Mané ou encore les Barea de Madagascar qu'on avait écouté quand il s'était qualifié. Eh bien, envoyez-nous nos chansons et si elles nous plaisent, eh bien, on les passera aussi
dans Radio Foot. Allez, on continue, on court après le temps. La Coupe du Monde féminine de la FIFA, France 2019. Depuis hier soir, nous connaissons le tableau des 8e de finale de cette compétition qui se déroule en France. Il y a donc 2 équipes africaines qui se sont glissées parmi les 8 qualifiés, le Nigeria et le Cameroun. Et ce sont d'abord les Super Falcons qui commenceront dans le stade des Alpes de Grenoble face à l'Allemagne demain, samedi, à 15h30 en temps universel. Des Allemandes qui ont fait un sans faute, 3 matchs, 3 victoires, impressionnantes. Même sans leur meilleure joueuse, Franck Simon, que dire des Super Falcons qui seront face à eux? Les Super Falcons, évidemment, elles ont vécu un début de semaine très compliqué lundi, battu par la France à Rennes, un penalty tiré puis retiré à cause ou grâce au VAR. Et c'est arrivé à plein d'équipes ensuite, n'est-ce pas, les Argentins? et on les a vus en larmes en zone mixte. On a vu la gardienne qui était totalement effondrée. On a vu le sélectionneur Dunnerby, le Suédois, pareil, qui était dans un état totalement catastrophé. Et aujourd'hui, voilà, elles sont qualifiées. Ça fait 20 ans qu'elles n'avaient pas franchi ce premier tour, les Super Falcons. C'est une belle chose. C'est bien, il y a Oshoala du Barça qui est dans l'effectif, la Capitano Paranosier qui joue en France depuis de longues années. Ça sera très, 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 très compliqué, mais sait-on jamais. Les Lions indomptables, Rémi, elles l'ont montré hier, hein, elles ont la rage de vaincre, la rage au cœur. Elles joueront face à l'Angleterre, ça sera à Valenciennes, 15h30 dimanche, 15h30 en temps universel. Des Anglaises, pareil, elles ont gagné leurs 3 matchs, 3 victoires. Que dites-vous de ces Lions? Déjà, lorsque la Lyon ou le lion échappe déjà à un piège, il devient très dangereux. Les lions étaient déjà mortes jusqu'à la 95e minute. Donc aujourd'hui, quand on a, par exemple, une Joya Nchuti qui se réveille, elle qui joue en Norvège, et quand on voit la qualité de ses dribbles et surtout quelle précision diabolique au niveau de son enroulé, je me dis, avec ces lions-là, aujourd'hui, si on essaie de remettre un peu du sang neuf en écartant, par exemple, des vieilles marmites qui, parfois, ne parviennent plus à tenir, je crois que en injectant les Abam et consorts, comme on a pu le constater avec cette Njoya, eh bien, les Camerounaises peuvent bien faire mal, très mal aux Anglaises. On verra ça ce week-end. Messieurs, France-Brésil, c'est le 8e de finale des femmes. Alors, ça nous fait penser à des matchs masculins. Depuis 1986, la France bat toujours le Brésil. Est-ce que là, le Brésil peut être battu Chez les filles, c'est la même statistique. En fait, la France n'a jamais perdu contre le Brésil. Alors, parfois, elle fait match nul. Donc là, il faudra gagner pour se qualifier pour les quarts de finale. Mais il y a effectivement un statut de favori pour les Bleus qu'elles assument plutôt bien depuis le début de cette Coupe du Monde. À défaut d'être totalement convaincantes dans le jeu, elles le sont dans les résultats. Alejandro ? Cette équipe brésilienne ne m'a pas beaucoup impressionné, alors qu'on lui donnait une étiquette quand même relativement flatteuse avant son arrivée. C'est que je remarque surtout, c'est que cette Coupe du Monde est montée en puissance peu à peu. On a vu des équipes un peu discrètes au début devenir de plus en plus fortes. Et je remarque que pour une fois, l'Afrique a été plutôt chanceuse. Car sans ce but en fin de match, les Cameroun ne seraient pas là. Et sans un pénalty manqué par le Chili, le Nigeria non plus. Donc finalement, pour une fois, la chance à l'équipe africaine. Et c'est tout à fait sympathique que ce soit avec des équipes féminines. À suivre aussi tout au long du week-end. Tout de suite, nos cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Xavier Barré, la couleur. On va faire très vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Moi, je vais mettre un carton vert à Leonardo parce que je suis très content de son retour au Paris Saint-Germain. Je suivais le Paris Saint-Germain pour France Football lorsqu'il est arrivé avec les dirigeants qataris. Il avait réussi à convaincre des grands joueurs de venir et à construire une équipe compétitive en très peu de temps. Depuis son départ, on voit qu'il y avait un poste vacant au PSG. Son retour laisse augurer de plus grands espoirs pour les supporters parisiens. Franck Simon. Carton vert à Wilfried Moni, l'attaquant ivoirien. J'y croyais pas quand il figurait dans la liste des 23. Il termine la préparation avec 3 buts à son actif. C'est sans doute mieux qu'une alternative au poste d'avancante pour les éléphants. Donc bravo à lui et bonne compétition. Alejandro. Carton vert à Fernando Torres, El Niño qui a décidé d'arrêter sa carrière. Alors, on ne va pas refaire son histoire, on va simplement se rappeler ses buts en finale de l'Euro 2008. C'était un joueur fantastique.
Carton rouge aux autorités camerounaises, comme depuis 1990. Eh bien, les Lions sont acteurs. Il semble qu'ils sont quelque part là, actuellement, en train de vouloir prendre le vol pour pouvoir arriver, comme toujours, les bons derniers. C'est comme ça que ça dure et c'est comme ça qu'on est toujours souillé à travers le monde. Comme le dit un proverbe africain, on ne redresse jamais un vieil arbre qui est tordu. Et c'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Merci à Swed Kedir et Laure Temperville. Merci aussi à David Finzel, Pierre Guérin et Laurent Salerno qui étaient à la réalisation. Et soyez au rendez-vous lundi. Merci. Géopolitique, le débat. En janvier, un tronçon de 5 km à l'est de Jérusalem, visant à fluidifier les déplacements des habitants des colonies voisines, a été ouvert en Cisjordanie. Les routes réservées aux colons et à l'armée sont monnaie courante en Cisjordanie. Journaliste spécialisé des questions internationales, Sylvain Sipel nous parle de cette nouvelle route de l'apartheid. Géopolitique, le débat, Marie-France Chatin. Demain, à partir de 18h10 TU. RFI. RFI Talent présente Balaphonix. Découvrez leur nouvelle EP Balamako, réalisée dans la capitale malienne avec Moriba Diabaté en invité, disponible dès aujourd'hui sur toutes les plateformes. Plus d'infos sur la page Facebook de Balaphonix. Vous écoutez RFI, il est 18h au Caire et 18h à Paris. Tout de suite, vous pouvez suivre le journal avec Jean-Baptiste Marot. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Annie, bonsoir à toutes et à tous. Des frappes américaines sur l'Iran évitées de justesse hier soir suite à la destruction d'un drone américain par Téhéran. On est encore passé très près de la confrontation directe entre les États-Unis et la République islamique ces dernières heures. Donald Trump l'a confirmé tout à l'heure. Nous serons en direct avec la correspondante de RFI à Washington dans un instant. Au sommaire également, la Géorgie en proie à des manifestations contre l'influence russe jugée de plus en plus grande au sein du gouvernement. Et puis la CAN 2019, c'est presque parti. Le coup d'envoi de la plus grande compétition de foot d'Afrique sera donné dans 4 heures. Rendez-vous bien sûr sur RFI pour suivre l'événement en direct et en intégralité. Mais tout de suite, direction les États-Unis, donc après la révélation de cette information, suite à la destruction d'un drone américain par Téhéran, des frappes américaines contre l'Iran ont été annulées in extremis tard hier soir. C'est le New York Times qui l'a dévoilé le premier. La confirmation est tombée au réveil aux États-Unis par l'une de ces salves de tweets dont Donald Trump est coutumier. Anne Corpet, vous êtes la correspondante de RFI à Washington. Et Anne, on sait désormais que les avions et les bateaux américains étaient déjà en position lorsque le président a finalement interrompu l'opération. Oui, le président raconte sur Twitter ce matin avoir stoppé au dernier moment une attaque programmée contre des sites militaires iraniens. Nous étions prêts à riposter quand j'ai demandé combien de personnes allaient mourir, écrit Donald Trump, et il poursuit. 150 personnes, monsieur, m'a répondu un général. 10 minutes avant la frappe, je l'ai stoppé. C'était disproportionné par rapport à une attaque contre un drone. Dans un autre message, le président ajoute « Je ne suis pas pressé, notre armée est prête et de loin la meilleure du monde ». Ce revirement de dernière minute surprend. La question des pertes humaines infligées lors d'une frappe est normalement évoquée avant qu'elle soit décidée. Et l'annonce de ce raid interrompu ajoute à la confusion. Les démocrates dénoncent une forme d'amateurisme. Le président n'a aucune idée de ce qu'il fait en politique étrangère. C'est ainsi indigné Ted Lieu, un représentant de Californie sur Twitter. Les responsables du parti invitent à la retenue. Ils exigent que le Congrès soit consulté avant toute opération militaire. Au sein du camp présidentiel, des divisions apparaissent. Les faucons commencent à donner de la voix. Liz Cheney, la fille de l'ex-vice-président qui dirige la minorité républicaine à la Chambre, a déclaré ce matin que l'absence de réaction à la destruction du drone était une erreur très sérieuse. D'autres craignent qu'une attaque contre l'Iran dégénère inévitablement en conflit ouvert. Aucune option n'est en tout cas écartée. Une seule certitude, cet épisode ne fait que confirmer l'imprévisibilité du président américain.
Anne Corpet, correspondante de RFI aux États-Unis, à la une également toute une série de mobilisations populaires aux quatre coins du globe. Aujourd'hui, mobilisation en Algérie d'abord, 18e vendredi consécutif. Une foule immense s'est encore rassemblée dans le centre d'Alger pour protester contre le verrouillage du système. Rassemblement organisé malgré le ton très martial du nouvel homme fort du pays cette semaine, le général Ahmed Gaïd Salah, qui a une fois encore écarté une quelconque période de transition. Mobilisation à Hong Kong ensuite, ici pour demander le retrait définitif de la très controversée loi sur les extraditions vers la Chine. Elle a déjà jeté plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue ces derniers jours. Cette fois, les manifestants ont multiplié les actions de désobéissance civile, rassemblement devant le Parlement, siège du QG de la police ou encore intrusion dans différentes administrations. Et puis enfin, mobilisation en Géorgie pour compléter le tableau. Là, elle est en cours. L'opposition a appelé à une nouvelle manifestation pour demander la démission du ministre de l'Intérieur et l'organisation d'élections législatives anticipées suite à un premier rassemblement devant le Parlement. Hier, il avait été organisé pour protester contre la prise de parole d'un député russe devant l'Assemblée nationale. Un épisode vécu comme une influence grandissante de la Russie dans le pays. La manifestation a débouché sur des heurts avec la police qui ont fait 240 blessés, mais elle a aussi conduit à la démission du président du Parlement, Anastasia Bekio. En renonçant à son poste, Irakli Kobakidze a fait preuve de responsabilité envers le peuple, a commenté le secrétaire général du parti au pouvoir, Rêve géorgien. Pas question en revanche de parler de concessions aux demandes de l'opposition qu'il qualifie d'irresponsables. Autre démission, celle du député Zakaria Koutsnashvili, organisateur de la réunion internationale sur l'orthodoxie, où un député russe a pris la parole de la tribune, ce qui a provoqué le mouvement de contestation. L'opposition ne décolère pas et demande la démission du ministre de l'Intérieur et des élections législatives.